Vous savez que les dinosaures sont morts après qu'une météorite soit tombée sur la planète. Eh bien, il en reste 2. Merci à Pascal et Bernard de monter sur scène. Moi, je suis ravi d'être un vieux et un dinosaure. Et quand je dis que je suis vieux, je me vante, parce que par rapport à certains résidents, je suis encore un petit jeune, sans expérience. Un jeune dinosaure, encore dans l'œuf. Bon, Sébastien, tu nous cherches? Oui, et je vous ai trouvé. Tu vas nous trouver. Alors, on a une intervention qu'on n'a pas préparée, Pascal et moi, puisqu'on va réagir à vos propositions, à ce que vous avez travaillé en groupe restreint hier, hein, et voir quels sont les éléments qui vont pouvoir favoriser les conditions de la coopération animateur-directeur pour une meilleure qualité de vie pour les personnes âgées. Hein, voilà. Quel dinosaure commence? Enfin, faut dire qu'on se connaît depuis... La préhistoire. Depuis le siècle dernier. Hein, voilà. Je dirais, il y a un certain nombre de choses qui ont été exprimées. Je vais commencer par les premières mises en commun. Les enquêtes. Les enquêtes sur les souhaits des personnes. Moi, ça fait 40 ans que je demande qu'il y en ait de manière systématique, avant qu'on fasse un projet d'établissement, qu'on fasse une enquête sur les souhaits. Ça ne veut pas dire le recensement des besoins d'après l'INSEE. Hein, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est la perte d'envie de vivre. Ce n'est pas l'absence de réponse à tel ou tel besoin. Hein, je dirais les enquêtes, moi je les pratique depuis 83 et il y a des éléments que j'ai vus progresser. Parmi les éléments, les demandes des vieux. Je dis les vieux, moi, parce que j'ai été éduqué comme ça et je suis moi-même un vieux. Il y a des demandes qui ont progressé, qui étaient inexistantes en 83 et qui ont progressé petit à petit pour devenir importantes. Je les voyais monter de 5 ans en 5 ans. Je faisais des enquêtes tous les 5 ans. C'est par exemple l'intergénération, inexistant dans les années 80. Et à partir du moment où on a réalisé, on a vu qu'il y avait des réponses, et c'est aujourd'hui la 3e ou la 4e demande. L'utilité sociale que vous avez citée, qui était inexistante sur mes premières enquêtes et que j'ai vu monter petit à petit et qui est un élément majeur de nos actions aujourd'hui. Hein. Alors, j'irai plus loin que ce qui a été dit. Vous avez parlé du sentiment d'utilité sociale. Allons plus loin. Parlons de la réalité d'utilité sociale. Hein. S'il y a une réalité d'utilité sociale, on en retirera un sentiment, mais il faut travailler sur la réalité d'utilité sociale. Oui, les vieux sont utiles à l'ensemble de la société. Autre point sur ces constructions d'enquête, c'est ce qui va donner le point commun à toutes les professions. Ce que veulent les vieux, qu'ils soient à domicile, qu'ils soient en structure. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur vie et leur fin de vie? Et il faut que ce soit leur parole et non pas l'analyse qu'ont fait telle ou telle profession ou tel consultant extérieur. Parce que là, ce ne sera pas partagé. Je suis de plus en plus réticent par rapport aux besoins dits fondamentaux ou essentiels que même Maslow remettait en cause à la fin de sa vie. Alors pas le travail sur les différents types de besoins, hein, il les a explicités, ça a été très bien fait. On oublie qu'il en avait rajouté 3 à la fin de sa vie, je ne vais pas préciser lesquels, peu importe, et qu'il remettait en cause la hiérarchisation des besoins. En prenant l'exemple d'un artiste peintre, par exemple, qui quelquefois était déficient sur les besoins primaires, il ne mangeait pas à sa faim, mais sa réalisation, c'était quand même de faire ses peintures et de s'accomplir là-dedans.
Donc ça ne fonctionne pas automatiquement par hiérarchisation, et c'est encore plus vrai avec les vieux. Alors je vois ça ressurgir dans des professions de manière très caricaturale, les 14 besoins fondamentaux, ou des propositions politiques comme les 10 besoins essentiels de Jérôme Gage il y a 3 ans. Non, le problème, c'est la perte d'envie de vivre. Et c'est à nous de répondre à ça. Et effectivement, de prendre le temps de chercher avec les personnes qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et si on le fait avec une enquête sérieuse, on aura un point commun et un point qui sera commun à tous les intervenants. Et là, on peut construire. Alors ça remet en cause certains trucs que j'ai pu entendre sur les derniers. Sur les derniers, par exemple, c'était prendre soin des professionnels pour prendre soin des personnes âgées. Arrêtons. On est dans une déviation et l'utilisation d'une terminologie propre à une catégorie professionnelle, c'est respecter les uns et les autres. Respecter les différentes professions, on y viendra sûrement dans un deuxième temps. À toi, Pascal. On peut d'abord applaudir Bernard. Moi, j'ai essayé de faire une synthèse de la synthèse. Alors, c'est forcément appauvrissant, mais ça peut aussi permettre de retirer des choses fortes. Plusieurs groupes, et puis Madame Viguier l'a redit dans sa dernière intervention, ont parlé de sens. Moi, ça me paraît la question première et fondamentale. C'est quoi? On est dans des sociétés qui ne savent plus quel est le sens. On est dans des métiers où on ne sait plus quel est le sens de notre travail. Et tout ce qui a été dit par les intervenants résidents ou personnes à domicile, c'est au fond, c'est quoi le sens de la vie? Et le sens, c'est un terme très compliqué parce que le sens, c'est un terme qui a plusieurs sens. Et quand on commence à expliquer un mot à partir du même mot, ça montre à quel point ce mot est très fort. On va dire que le sens, il a 3 acceptions. La première acception, c'est une direction. Alors, c'est intéressant pour les directeurs parce que faire accoucher collectivement une structure du sens, c'est le boulot justement d'un directeur. Dans quel sens je dois prendre l'avenue, l'esplanade qui est devant nous pour aller à la place de la Comédie? Ben voilà, le sens, c'est une direction. Le sens, ensuite, c'est une signification. Quel est le sens de votre propos? Quel est le sens de votre question? C'est-à-dire, c'est où ça va, la direction, et à quoi ça sert. Et au fond, en tant que directeur, en tant qu'animateur, en tant que professionnel, on doit réfléchir en permanence sur à quoi servent les actions qui sont les nôtres et où elles vont. Et les seuls qui peuvent répondre à cette question, et on l'a bien vu encore plus ce matin, mais aussi hier, c'est ceux et celles pour lesquels on travaille, c'est-à-dire les personnes âgées. Et merci d'avoir dit que nos métiers étaient des beaux métiers parce qu'on aide des hommes et des femmes à vivre et à vivre le plus heureux possible. Mais il y a une 3e acception du terme de sens qui me paraît fondamentale, c'est les 5 sens. C'est la vue, c'est l'odorat, c'est le toucher, c'est l'ouïe, vous les connaissez tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question du sens, elle doit être ancrée dans le réel. Ça veut dire que tout ce que nous nous sommes dit hier, ce matin, et tout ce qu'on va se dire cet après-midi, il faut l'ancrer dans le réel de ce congrès, mais il faut continuer en dehors du congrès le travail qu'on a commencé dans le congrès. Parce que si on n'ancre pas ces réflexions dans le réel, alors ça ne sert à rien. Ça veut dire que très concrètement, chacun d'entre nous, directeur, animateur ou tout autre professionnel, nous devons nous demander qu'est-ce que nous allons changer à partir de demain matin dans notre vie de tous les jours, dans notre vie professionnelle, pour appliquer concrètement ce que nous ont dit les personnes âgées, mais aussi ce que nous avons dit nous, dans les travaux d'hier qui ont été rapportés ce matin. Ça veut dire que concrètement, si on continue avec une position sanitaire, avec une position surplombante, qui est que c'est le professionnel qui sait, et le
je ne sais pas comment dire, le patient qui écoute et qui obéit, on a tout faux. Alors ça, 99% de l'Assemblée en est absolument persuadé, donc je ne développe pas. Mais ça veut dire qu'on doit modifier notre travail au quotidien. Approfondir citoyennage, ou les comités citoyens dans chaque établissement, chaque service, ou les conseils des résidents, ça a été dit sur la nécessité des instances de participation des résidents, mais ça veut dire aussi que tous les directeurs ici présents, tous les animateurs ici présents qui travaillent dans une structure qui n'est pas citoyennage, il faut y aller. Il faut y aller. Un grand silence, hein? Ouais, voilà, j'aime mieux ça. Ouais. Ouais, mais alors attention, tous ceux qui ont applaudi, ça vous engage encore plus. J'ai les noms de tous ceux qui ont applaudi, donc vous êtes obligés de faire en sorte que votre structure se lance dans le citoyennage. Parce que la parole portée par les personnes, c'est ça la démarche citoyennage. Alors, évidemment, l'ADEPA en a été le promoteur au départ, mais aujourd'hui, citoyennage, c'est bien plus grand, c'est bien plus large que l'ADEPA. Et moi, je propose, dans le cadre de ce congrès, qu'avec le GAG, on s'engage beaucoup plus tous ensemble dans citoyennage. Moi, ça me paraît le premier point. Rapidement, les autres, parce que j'ai beaucoup développé là-dessus. Moi, je continue à penser, et ça a été dit, je continue à penser qu'on ne peut pas changer la société agiste avec les mots de l'agisme. On l'a dit hier pour la dépendance, vous l'avez dit pour l'EHPAD. Il faut arrêter d'utiliser ce terme d'EHPAD. On devrait, comme tu nous y as invité, mettre 1 euro à chaque fois qu'on utilise le terme d'EHPAD. Et je peux vous dire que le GAG et l'ADEPA et citoyennage seraient très riches. Il faut qu'on arrête d'utiliser ce terme. Mais de même, arrêtons de parler d'institutions. Si on veut désinstitutionnaliser, si on veut faire de l'empowerment, de l'empouvoirment des personnes âgées et des professionnels, il faut arrêter de parler d'institution, parce que l'institution, c'est bien la structure où seul un directeur ou un président de conseil d'administration décide, où la parole est descendante et où les professionnels et les personnes âgées n'ont rien à dire. Et puis, dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est la place des familles. Moi, je suis convaincu que les familles ont toute leur place pour accompagner, mais n'oublions jamais que dans une société agiste, on peut être agiste par amour. N'oublions pas que les premiers qui demandent à ce qu'on enferme et à ce qu'on attache, c'est des familles qui ont peur, des familles qui aiment. Donc il faut les soutenir, mais c'est toujours la parole d'abord de l'aîné qui doit compter, avant la parole de ses enfants. Moi, j'ai adoré l'animatrice qui a dit tout à l'heure, quand on raconte l'histoire de vie, c'est bien l'histoire de la personne, pas l'histoire de ses enfants. Moi, j'adore mes enfants, ils savent plein de choses sur moi, mais franchement, ma vie à moi, c'est moi qui la connais, pas mes enfants, aussi merveilleux soient-ils. Ah, ils savent pas tout, hein. Ils savent pas tout.